Merci François, merci à tous pour votre présence aujourd'hui. On va donc parler de changement climatique dans le sud du Québec. Comme François l'a mentionné, la présentation va être séparée avec deux présentateurs. En fait, je vais m'occuper de donner des éléments sur le contexte, sur les grandes conclusions qu'on peut tirer de l'impact des changements climatiques dans le sud du Québec. Et puis Simon Ricard va présenter l'aspect communication, la façon dont on diffuse ces produits-là pour les utilisateurs. Donc, avant d'aller dans le détail des résultats et des informations sur les changements climatiques, 3 diapos qui dressent un peu le contexte. La première, elle vise à vous informer qui on est, donc quel est l'environnement, notre background, si on veut. En parlant d'abord du Centre d'expertise hydrique du Québec, qui est une agence du ministère du Développement durable, l'environnement de la faune et parcs, François l'a déjà mentionné, et qui a un certain nombre de mandats liés à la gestion des eaux, des mandats qui sont opérationnels, donc des prises de décision quotidiennes dans la gestion des barrages publics, les quelques 700 barrages qui appartiennent au gouvernement du Québec. Des mandats qui sont plus liés à la planification de cette gestion-là, notamment dans le domaine de la sécurité des barrages. Et aussi des mandats liés à l'observation. Donc, on est responsable du réseau hydrométrique, réseau de mesure du débit au Québec, et à la prévision des débits. Donc, cette espèce de mélange de responsabilités opérationnelles, planification, réseau de mesure, modèle de prévision nous a rendu à la fois sensibles aux questions de changement climatique et puis, jusqu'à un certain point, compétents pour réaliser une étude autour de ça. C'est évidemment les événements hydrologiques qu'on a vécus au cours des dernières années. Il y en a une courte liste qu'on présente là. C'est des événements qu'on connaît bien, pour lesquels on aurait des longues histoires à raconter, mais ils sont certainement à la source de cette réflexion-là, de ce besoin de connaître un peu plus ce qui nous attend sur le plan des impacts des changements climatiques pour prendre des décisions de plus en plus éclairées dans la gestion quotidienne et dans la planification. Deuxième élément de contexte, les changements climatiques et le plan d'action sur les changements climatiques du gouvernement du Québec qui a été réalisé de 2006 à 2012, dont 6 des 26 mesures portaient sur l'adaptation face aux impacts des changements climatiques. Donc, vous devinez que les 20 autres portaient sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Avec ces 6 mesures-là, donc, on marque l'importance de commencer à réfléchir à l'adaptation, et bien sûr, la mitigation, la diminution des émissions de gaz à effet de serre, c'est fondamental. Il faut que nos sociétés s'engagent dans cette direction-là. Mais il faut aussi commencer à réfléchir à l'adaptation. Et donc, à l'intérieur de ces 6 mesures qui ont été développées, il y en avait une en particulier qui portait sur l'eau et pour laquelle une des actions, vous l'avez deviné, c'est de produire de l'information sur les impacts pour être en mesure d'outiller les différents acteurs de l'eau au Québec dans leur connaissance de l'impact éventuel des changements climatiques et les amener à avoir de l'information pour commencer à réfléchir à l'adaptation. Troisième élément de contexte, les changements climatiques à l'échelle planétaire, notamment la question du réchauffement de la surface du globe, des températures. Comme le présente le GIEC, on a un réchauffement qui est significatif à l'échelle planétaire, de l'ordre de 3/4 de degrés et même un peu plus au cours du dernier siècle. Tout ça, c'est relativement uniforme sur la planète. En fait, on doit plutôt dire que c'est un réchauffement presque partout sur la planète, avec un réchauffement plus marqué sur les continents. Et comme le rapport précédent du GIEC le présentait, c'est la figure qui est ici, et le rapport qui s'en vient va le montrer à nouveau. Cette augmentation des températures, eh bien, elle va se poursuivre. Et donc, on doit donc apprendre à s'adapter et à négocier avec tout ça. L'augmentation de température, ça se traduit, en fait, ça se traduit pas simplement en changement du régime hydrique, en changement de débit des cours d'eau. On a juste à penser que, par exemple, l'augmentation de température peut amener des précipitations beaucoup plus fortes, des précipitations extrêmes à petite échelle, mais en même temps, cette augmentation de température-là diminue la disponibilité de l'eau dans le sol et donc augmente aussi à la fois les étiages. Donc, ces deux phénomènes qui sont opposés, eh bien, il faut être en mesure de les évaluer et on ne peut pas dire simplement augmentation de température égale augmentation des débits, par exemple. Et c'est d'autant plus vrai à l'échelle des régions, de la province du Québec notamment, où la réponse qu'on aura d'un point de vue hydrologique, donc les débits qu'on retrouvera dans les cours d'eau, eh bien, elle est modulée par différents facteurs qui sont la position géographique, la superficie des bassins versants, etc.
Et c'est donc dans cette perspective-là qu'on a développé de l'information spécifique à l'impact des changements climatiques sur le territoire québécois, sur le sud du Québec notamment, dans cette version-ci de la classe. On s'est intéressé aux crues, aux étiages, à l'hydraulicité et à l'horizon temporel 2050. Donc, vous devinez bien que quand on s'intéresse à l'horizon 2050, on ne tente pas de faire de la prévision, on ne tente pas de savoir ce qui va se passer en octobre 2051, par exemple. On s'intéresse plutôt aux grandes tendances qui affectent des paramètres statistiques du climat. L'exemple de ça, c'est la normale de température. Donc, on connaît les normales de température actuellement pour le mois d'octobre, qui sont basées sur le climat. Évidemment que ça fluctue d'une année à l'autre, mais sur une période d'une trentaine d'années, tout ça, c'est relativement stable. Et donc, on se demande comment les changements climatiques vont affecter ces statistiques-là qui décrivent l'hydrologie, en l'occurrence. Donc, l'équivalent des normales climatiques, mais dans le monde de l'hydrologie. Par exemple, les débits de crues avec une certaine période de récurrence, les débits d'étiage, etc. Alors, c'est dans cette perspective-là qu'on a conçu un document qui s'appelle la classe hydroclimatique du Québec méridional, qui vise à mettre ensemble une quantité phénoménale de recherche qui s'est fait au Québec et ailleurs dans le monde. Mais je pense qu'au Québec, on est particulièrement habile, assidu dans ce domaine-là. Et donc, des études qui avaient attaqué ce problème-là sur plusieurs bassins versants, avec plusieurs méthodes. Et on a tenté d'en faire une synthèse 2013, synthèse pragmatique, donc utilisable. Le document en soi ne contient pas beaucoup de théorie, contient des résultats. On a tenté donc de faire atterrir cette connaissance-là qu'on a au Québec dans un document qui vise à supporter les professionnels de la ressource en eau. Et là, on ne parle pas de professionnels des changements climatiques, mais bien ceux qui sont des spécialistes des ressources en eau et qui veulent débuter, supporter les différents acteurs, les différents usagers de la ressource en eau dans leur démarche d'adaptation. La classe sur les changements climatiques en soi, c'est un certain nombre de chiffres, un territoire aussi. D'abord, mentionner que la version actuelle couvre la partie sud-ouest du Québec avec les grands bassins versants de l'Outaouais, des différents tributaires du Saint-Laurent jusqu'au Saguenay, en fait, qui est inclus dans la zone d'étude. Sur ce territoire-là, on a installé un modèle hydrologique là, qui permet de transformer, si on veut, les précipitations, les températures, donc les données climatiques, en données de débit. Et ce modèle-là nous a été utile pour analyser les scénarios climatiques et les transformer en scénarios hydrologiques. Donc, on a utilisé 445 scénarios climatiques, donc 445 réalisations possibles du climat. Et ça nous vient de la communauté internationale. Et là, c'est un ensemble assez diversifié qui contient, pour ceux qui connaissent le domaine, des modèles globaux plutôt, des modèles régionaux, différentes méthodes d'ajustement des biais, en fait, correction de biais, post-traitement, etc. Donc, pour créer un ensemble assez important de simulations. Ces simulations-là, on les a fait sur l'ensemble du territoire, mais on a surtout focalisé notre analyse sur 40 bassins versants, 40 bassins où il y avait des stations de mesure des débits depuis un certain temps, une assez longue période de temps, et surtout 40 bassins versants où il n'y a pas finalement, où il y a très peu d'influence de l'opération des barrages, l'opération des différentes infrastructures et qui viendraient moduler le signal. Donc, on parle de bassins qui sont ni plus ni moins en régime, disons, naturel ou du moins pas influencés par la gestion des barrages. Bon, je le disais tout à l'heure, quand on parle de climat, on parle de statistiques. Donc, on a utilisé 24 indicateurs statistiques qui sont des indicateurs hydrologiques utilisés la plupart du temps dans la pratique chez les hydrologues. Et donc, ça joue le rôle, si on veut, de notre normale de température, par exemple. Donc, il y a 24 indicateurs de ce type-là. 3 régimes hydrologiques, crue, étiage et hydraulicité. Donc, par hydraulicité, on entend les quantités d'eau qui, à l'échelle annuelle, circulent dans un cours d'eau. Et finalement, bon, on rappelle qu'un document comme ça, c'est basé sur de la modélisation et qu'il y a un certain nombre de limites. La plus importante, c'est clairement que ce travail-là, il a été fait pour des bassins versants de 500 km² jusqu'à 15 000 km². Ce que ça signifie, c'est qu'à ces échelles-là, on a une certaine réponse et les réponses peuvent être différentes à des échelles plus fines. On pense notamment aux milieux urbains, aux petits bassins agricoles, qui sera un sujet qui sera abordé, qui peut être abordé tout à l'heure au niveau de l'agriculture, où l'intensité des précipitations, l'augmentation de l'intensité des précipitations courtes a un très grand impact sur l'hydrologie. C'est moins vrai à des échelles plus grandes. Donc, c'est une des mises en garde qu'il faut avoir en tête. Il faut aussi rappeler que l'ensemble des résultats, c'est présenté pour des bassins en régime naturel, donc qui sont non influencés par la présence de barrages.
Donc, après cette longue introduction, on peut maintenant rentrer dans quelques grandes conclusions, quelques grands résultats qu'on a pu tirer de ces simulations-là. D'abord, 445 simulations ou scénarios sur 40 sites, c'est une grande banque de données. Et la façon d'entrer dans cette banque de données-là, c'est à travers des questions. Donc, on a imaginé un certain nombre de questions qui se retrouvent dans la classe, mais il y en a d'autres et on est toujours à l'écoute de toutes ces questions. Quand on en pose, on essaie d'extraire, si on veut, les réponses. Donc, on va débuter avec l'hydraulicité, donc le débit à l'échelle annuelle, et on va se demander est-ce que cette hydraulicité-là va augmenter, est-ce qu'elle sera plus forte? Alors, pour répondre à une question, il faut définir un indicateur statistique, un indicateur hydrologique, donc l'équivalent de notre normale de température. Dans le cas de l'hydraulicité, c'est le débit annuel moyen qui est cet indicateur-là. On peut en avoir un portrait actuellement à l'état de référence. C'est donc à partir de là qu'on part. Mais de façon plus... en fait, quand on veut se projeter dans le futur, donc quand on va vers le futur, la façon de travailler, c'est d'utiliser les 445 simulations dont je vous ai parlé, à la fois sur la période de référence et sur la période future, et de les comparer entre elles et d'évaluer pour chacune d'elles l'augmentation ou la diminution du débit annuel moyen en pourcentage. Ça nous donne donc 445 réponses possibles en termes d'impact des changements climatiques, et ça permet donc de traiter cet inconnu qui est le futur et les différents outils, d'utiliser les différents outils qui sont disponibles pour tenter de l'appréhender. Bon, 445 pourcentage de changement des débits moyens, et ça aussi, il faut analyser ça d'un point de vue avec un certain nombre d'outils pour avoir une fenêtre, puis pour tirer une synthèse de tout ça. La classe propose quelques façons de le regarder. Ici, je vous en présente deux, c'est-à-dire d'abord la direction du changement. Et donc, selon le pourcentage de simulation qui donne un changement, on va pouvoir être en mesure d'estimer la possible augmentation de l'hydraulicité ou la possible diminution. Alors, dans cet exemple-ci, sur la zone qui est encerclée, on voit que plus de 66% des 445 scénarios indiquent une augmentation du débit moyen, donc une augmentation possible de l'hydraulicité, une augmentation probable. Deuxième façon de représenter ces informations-là, l'ampleur du changement. Donc, on peut se demander, d'accord, il y a un changement, mais de quelle grandeur sera-t-il? Et l'ampleur du changement qu'on représente ici, c'est simplement la valeur médiane de l'ensemble des 445 simulations. Alors, pour le secteur qu'on avait déjà identifié, où les changements sont le plus importants, donc où il y a un plus grand consensus entre les différentes simulations, bien ce changement-là est de l'ordre de 3 à 7 %. Donc, c'est une information qui est assez détaillée sur une carte. Et puis, bon, avec la combinaison de ces deux cartes, direction et ampleur, puis d'un certain nombre d'autres informations qu'on possède, on peut être en mesure d'exprimer une conclusion très générale sur cette question qu'on posait tout à l'heure et d'affirmer qu'à l'horizon 2050, l'hydraulicité annuelle sera vraisemblablement plus forte dans la partie nord du territoire qu'on a étudié. Alors, je pense que vous avez probablement saisi le principe. Donc, questions-réponses avec une série de cartes. Donc, on va attaquer quelques autres questions. La question des étiages, d'abord. Est-ce que ces étiages-là seront plus sévères et seront-ils plus longs? Donc, à nouveau, il faut définir un indicateur pour être en mesure d'appréhender ça. Bon, c'est un indicateur un peu plus compliqué que le débit moyen, que les gens de la pratique connaissent très bien, dont le surnom est le Q27, c'est-à-dire c'est le débit minimum qu'on peut retrouver sur une période d'une semaine, et c'est le débit dont la probabilité est une chance sur deux de l'obtenir chaque année. Alors, peu importe le détail, mais c'est un débit qui nous indique des périodes d'étiage relativement sévères, donc dont on a la probabilité d'obtenir une fois sur deux à chaque année. Donc, quand on regarde à nouveau la direction du changement de cet indicateur-là, on remarque qu'il y a une diminution qui est très probable de ce débit d'étiage-là, donc qu'il y a une augmentation qui est très probable de la sévérité des étiages pour la partie la plus au sud, mais pour pratiquement tout le territoire qui est analysé ici. Et puis, on peut se demander à nouveau quelle est l'ampleur de ce changement. Puis encore une fois, pour la zone qui est encerclée, pour fixer les idées, on peut parler d'environ 15 % de réduction de la sévérité ou d'augmentation de la sévérité des étiages. Pour la question de la durée, bon, à nouveau, il faut définir un indicateur. Je vais aller de plus en plus vite avec cette notion d'indicateur-là, mais dans ce cas-là, c'est le nombre de jours sous le fameux Q27. Et bon, on remarque en termes de direction du changement que la plupart des simulations indiquent que ce nombre de jours-là va augmenter. C'est particulièrement vrai dans la partie la plus au sud là, du territoire. Et ce changement-là, il pourrait être de l'ordre de pratiquement 3 semaines là, pour certains des sites. Donc,
certains détails qui sont donnés à l'échelle des stations. Quand on veut revenir à une échelle plus globale et amener des conclusions générales, on peut penser qu'à l'horizon 2050, les étiages en été et à l'automne seront probablement plus sévères et plus longs. Alors, on répète l'exercice une dernière fois avec la question des crues. Les crues printanières seront-elles moins volumineuses? Arriveront-elles plus tôt? Et puis, on peut se demander aussi si les crues d'été et d'automne seront plus intenses. Est-ce que les crues printanières vont se modifier? L'indicateur qu'on utilise, c'est un indicateur qui intègre, si on veut, les 14 jours où le débit est le plus élevé et qui, en fait, intègre cet élément-là avec la probabilité d'une chance sur 2 chaque année. Donc, le Q14 max 2P. Ce qu'on peut voir avec cet indicateur-là, c'est qu'au sud du Saint-Laurent, il y a une diminution qui est probable du volume de la crue, donc un changement possible là, qui irait dans le sens d'une réduction du volume de crue. Et l'ampleur de ce changement-là pourrait être de l'ordre de 10 % si on y va un peu rapidement. Maintenant, si on parle du temps du moment où la crue va se produire au printemps, cette fois-ci, l'indicateur, c'est la journée où on trouve le maximum de débit au printemps, donc le JQmax-P, donc jour où le débit est maximal au printemps. Et ce qu'on note dans ce cas-là, c'est que sur pratiquement tout le territoire, on s'attend à une diminution de cet indicateur, donc un jour qui est plus hâtif. On s'attend donc à ce que la crue soit devancée et que l'ampleur de ce devancement-là, comme on le voit sur la figure ici, soit de l'ordre de, disons, 1 à 2 semaines, une dizaine de jours, à l'horizon 2050. Finalement, si on s'intéresse à l'intensité des crues qu'on peut trouver en l'été et l'automne, et là, c'est important de se rappeler la mise en garde du début. Donc, pour des bassins de 500 km² jusqu'à 15 000 km², il semble que les changements qu'on pourrait observer seront plutôt observés dans le nord de la région qui était présentée, là, donc le Saguenay, ici le nord de l'Abitibi, où dans ce cas-là, on a une augmentation qui est probable, avec des changements médians qui sont de l'ordre de 7 %. Donc, ce que ça nous dit, c'est que la crue qu'on a une chance d'observer une année sur 2 en été et à l'automne pourrait être 7 % plus élevée que ce qu'on observe actuellement. Donc, c'est la tendance qu'on retrouve dans les données. Évidemment, à nouveau, aux 3 questions posées, on peut amener des conclusions. Les crues printanières seront vraisemblablement moins volumineuses au sud du territoire. Les crues printanières seront aussi fort probablement plus hâtives, on disait de 1 à 2 semaines. Et puis, finalement, les points de crue qu'on risque d'observer à l'été et l'automne pourraient augmenter. Ça, c'est particulièrement vrai sur le nord du territoire. Bon, vous avez compris qu'on est passé à travers un certain nombre de questions et on demande, en fait, aux gens de nous en poser d'autres. Hein, s'il y en a, on ne peut pas nécessairement y répondre en direct, mais on a bien envie d'exploiter cette banque de données-là, à la fois pour la mettre au service de différents projets qui se réalisent pour différentes activités d'adaptation. Je laisse Simon faire la suite sur la question de la communication et de la valorisation de l'Atlas. Alors bonsoir, merci Richard. Simon Ricard, ingénieur hydrologue au Centre d'expertise hydrique. Je vais prendre la suite de la présentation, le relais, pour aborder quelques éléments très brièvement en lien avec la communication et la valorisation du contenu qui est présenté dans ce document, donc l'Atlas hydroclimatique que je tiens dans ma main ici en version papier. C'est vraiment une version qui tient environ un document qui tient dans une 50aine de pages. Je tiens à rappeler l'esprit dans lequel ce document-là a été conçu. Donc, on le rappelle, c'est une synthèse qui se veut pragmatique, qui est orientée, qui s'adresse aux professionnels des ressources hydriques pour les supporter, dans le fond, dans la conception et la mise en œuvre de mesures d'adaptation dans le cadre de leur pratique. Donc, ce document, en fait, qui part d'une information assez brute, assez rude, et au fur et à mesure qu'on la traite, qu'on l'analyse, on tente de la polir, finalement, pour la rendre d'autant plus utilisable, si on veut, pour les usagers. Donc, qu'est-ce qu'il contient, ce document, essentiellement? D'abord, il contient l'ensemble de la cartographie des signaux de changement sur le régime hydrique, donc l'essentiel de ce que Richard vous a présenté préalablement. Ce qu'on peut voir, en fait, donc c'est la forme, si on veut, la plus brute de l'information, c'est-à-dire des cartographies avec de l'information quantifiée à l'échelle du Québec méridional. Pour ceux qui ont l'œil de lynx, vous pourrez remarquer ici qu'il y a une carte là, qui fait référence à la notion de dispersion qu'on a
n'a pas abordé dans le cadre de la présentation, mais qui permet d'évaluer, si on veut, l'incertitude qui est associée au signal de changement qu'on pourrait identifier sur une carte. Donc ça, c'est le corps, si on veut, du document. Mais on a également fait un effort de synthèse qui est incarné ici dans le tableau 1 de la section 1 que vous trouverez à la page 2 de l'Atlas. Et cette synthèse-là, en fait, elle, sur une présentation ici, ça peut paraître un peu aride parce qu'il faut peut-être prendre 15, 20, une demi-heure peut-être de temps pour essayer de bien assimiler l'information. Mais si on regarde comment elle est construite, en fait, elle va être décomposée par le biais de différents phénomènes hydrologiques qu'on a jugés d'intérêt pour les usagers. Donc la crue printanière, l'étiage estival, par exemple, etc., etc. À chacun de ces phénomènes hydrologiques, on a formulé des questions qui sont en relation, si on veut, avec le changement anticipé d'une caractéristique spécifique de ce phénomène hydrologique-là en question. Donc, on peut s'intéresser de façon générale aux crues printanières, mais plus spécifiquement à son ampleur, à la pointe de crue, au volume, au synchronisme. Donc, ces questions-là viennent mettre ça en évidence ou en lumière. Et une fois qu'on a une question claire qui est formulée, on peut porter une analyse et arriver à ce qu'on appelle, nous, des conclusions générales, c'est-à-dire un énoncé qui est le plus simple possible au niveau de son libellé, tout en préservant, dans le fond, l'intégrité ou la validité de l'information. Donc, c'est une forme de conclusion qui peut être utilisée pour appuyer un discours assez général sur les changements climatiques. Donc, peut-être qu'on peut s'imaginer les décideurs, les politiciens qui veulent appuyer un discours à base scientifique, mais quand même le porter peut-être dans les médias ou quelque chose comme ça. Donc, c'est un peu ce type de clientèle qu'on voit. Mais, notre biais de scientifique nous amène directement à nuancer rapidement ces conclusions générales avec justement une référence à la quantification des différentes composantes du signal de changement, donc la direction, l'ampleur, l'incertitude. Donc, c'est des choses qu'on va rapidement clarifier, nuancer au niveau des conclusions générales. Le document en propose 10, donc c'est déjà donc un point de départ. Avec la poursuite des travaux, éventuellement, il y en a peut-être, on va sûrement les rafraîchir, on va peut-être en trouver d'autres, en fait, qui vont être intéressantes, mais on pense que ce sont 10 messages assez importants qu'on peut véhiculer au niveau des changements climatiques. Et finalement, on appuie encore une fois ces explications par la référence aux cartes qu'on a présentées précédemment. Donc, ça permet aux personnes, en toute transparence, au lecteur de finalement lui-même refaire l'analyse et valider si la conclusion est juste ou pas. Donc, vous comprenez cet effort, dans le fond, de polissage de l'information brute vers l'usager. Donc, c'est un effort qui est très soutenu. L'Atlas incarne cet effort-là, mais également, on a d'autres actions, en fait, qui sont d'autres voies qu'on a explorées au niveau de cette valorisation du contenu de l'Atlas. Un des premiers cas, c'est la question, ce qu'on appelle l'accompagnement de la donnée brute. Donc, concrètement, c'est une étude de cas, c'est un cas, où on a reçu une demande d'un organisme de bassin versant qui nous a demandé si on avait de l'information en lien avec l'Atlas qui lui permettrait de rédiger des conclusions spécifiques à son bassin versant. Donc, l'Atlas ne répondait pas spécifiquement à sa question, mais on a pu transférer ces données brutes à l'usager en question et l'accompagner dans la formulation de conclusions qui étaient spécifiques à ses besoins et valider le contenu et tout ça. Donc, c'est un processus qui est en cours présentement. Un autre processus de valorisation, c'est ce qu'on appelle un simulateur de décision, finalement, où on a mis très humblement, en fait, en place une situation de mise en situation de décision où, dans le fond, deux personnages, Madame la mairesse et Monsieur Radi, doivent gérer, dans le fond, un ouvrage d'aménagement, mais dans un contexte de changement climatique. Donc, la méthode, l'information qui est présentée dans la mise en situation, c'est l'information de l'Atlas. Le jeu est interactif et dynamique, donc les gens peuvent prendre des décisions. Et autant qu'on voulait en faire un outil pédagogique pour promouvoir l'information qui est dans la classe, on se rend compte par l'usage que la rétroaction en fait nous permet de mieux comprendre comment les gens assimilent l'information, quels sont leurs blocages et tout ça. Donc, c'est un outil qui est appelé à être utilisé davantage finalement pour valoriser, là, si on veut, le contenu de la classe pour répondre à des considérations spécifiques. Donc, voilà, je vais laisser Richard pour la conclusion. En fait, en terminant, simplement mentionner que ce travail qui a été réalisé va se poursuivre à travers le nouveau plan d'action sur les changements climatiques du Québec, où on a prévu mettre à jour périodiquement le document
La prochaine version qui est prévue pour maintenant 1 an et demi vise notamment à agrandir le territoire sur lequel l'information va être fournie. On pense à l'ensemble du territoire de gestion intégré par le bassin versant du Québec qu'on voit apparaître sur la carte là-bas. On pense aussi à ce que François a évoqué en introduction, c'est-à-dire les nouvelles projections qui sont disponibles à travers les activités du GIEC. On sait déjà par des tests préliminaires que les grandes conclusions ne changeront pas. On va être plutôt au niveau de la nuance, des subtilités. Et puis tout ça, évidemment, ça vient supporter la stratégie sur l'adaptation du gouvernement du Québec et qui vise notamment à déployer à prendre des décisions qui viseront à intégrer la question des changements climatiques. Et puis, on est directement en relation avec la recherche qui se fait autour de la programmation d'Uranos sur les ressources hydriques, où on a la responsabilité au centre d'expertise de coordonner ces activités-là. On ne voit pas très bien les noms, mais en fait, je voulais souligner la contribution de plusieurs personnes dans ce travail-là, notamment Jean-François Cyr et Simon Lachance-Cloutier, qui ont été, comme Simon et moi, très engagés au quotidien dans ce travail-là, et puis différents partenaires, dont Uranos, qui a été un partenaire clé dans ce travail-là. Merci beaucoup. Merci d'être venu pour cette soirée consacrée au changement climatique. Et moi, je vais vous entretenir d'un secteur en particulier. Il s'agit de l'agriculture. Comme beaucoup d'entre vous le savent, l'agriculture est une activité importante au Québec, à la fois du point de vue de l'occupation du territoire et aussi du point de vue de l'importance des activités économiques qui sont reliées à la production agricole et en particulier à la transformation agroalimentaire. Et dans le même temps, le Québec est doté d'un potentiel agricole relativement réduit en termes de territoire capable de supporter des cultures et des productions. Et c'est important, en fait, de voir comment ce territoire agricole va ou pourrait être affecté par les changements climatiques. Comment, en fait, l'agriculture du Québec, à travers les conséquences de ces changements climatiques, se retrouverait affectée dans ses relations économiques, dans ses relations commerciales aussi avec les autres régions. Alors, c'est effectivement une recherche qui a été financée par Uranos et qui a été réalisée entre décembre 2011 et octobre 2012. Et le titre du projet de recherche était plus spécifiquement « Analyse prospective de la position concurrentielle du Québec en matière de production agricole dans un contexte de changement climatique ». Alors, je vous ai dit, c'est une recherche exploratoire. Grosso modo, un certain nombre de scénarios climatiques peuvent nous indiquer que, en particulier, le sud du Québec connaîtra à l'horizon des années 2050, un climat qui sera plutôt proche de celui actuel du sud de l'Ontario. Alors, on pourrait simplement se contenter de dire, ça veut dire qu'on va pouvoir retrouver les mêmes productions à cet horizon. Donc, en fait, on aura un sud du Québec qui serait couvert de vergers et de vignes. On n'est pas allé dans le sens de cette prospective. On s'est intéressé, en fait, au devenir possible d'un certain nombre de productions qui représentent, en fait, qui occupent une place dans la production agricole relativement significative. Alors, cette recherche a été réalisée par une équipe de chercheurs de l'Université Laval et aussi de membres de l'organisme Éco-Ressources, dont vous voyez la liste actuellement sur l'écran. Alors, en fait, la question qu'on se posait, c'était la suivante. Les changements climatiques vont-ils, dans la mesure où on en connaît un certain nombre de termes, vont-ils affecter différemment le Québec et les autres régions avec lesquelles il se trouve en concurrence? Et dans ce cas-là, quelles modifications cela pourrait-il avoir sur la position concurrentielle du Québec? Et comme il s'agissait d'une recherche exploratoire, on s'est limité à 3 productions. La production de maïs grain, et il s'agissait pour nous de voir comment la position du Québec pourrait évoluer par rapport à d'autres grandes régions productrices qui sont l'Ontario d'un côté, l'Iowa et l'Illinois de l'autre.
La production de pommes en second lieu, et là il s'agissait de regarder de comparer l'évolution de la situation au Québec par rapport à celle en Ontario, en Colombie-Britannique et dans l'État de Washington, qui sont des grandes régions de production de pommes. Et puis enfin, une production qui occupe une grande superficie au Québec, la production fourragère. Et là, comme il s'agit moins d'une production qui fait l'objet d'un commerce vraiment organisé, c'est une production qui rentre directement dans l'alimentation des bovins en particulier, on s'est plutôt intéressé à la comparaison entre le Québec et l'Ontario. Alors en fait, on se trouve dans une démarche comme celle-ci face à une sorte de triple niveau de prospective, parce qu'on part de scénarios de changement climatique, premier niveau de prospective, et à ce moment-là, on s'appuie en fait sur un certain nombre de travaux qui ont été réalisés, tout comme l'équipe précédente a pris en compte toute une série de scénarios qui ont été simulés par d'autres chercheurs. En partant de ces scénarios, on essaie d'en déduire une évaluation des conséquences des changements climatiques sur chaque culture qui fait l'objet du projet, donc les conditions de croissance, les unités thermiques, les degrés jours de croissance, ce qu'il advient des maladies, des ennemis des cultures, dans quelle région les changements climatiques vont-ils permettre techniquement la production, quelles seraient les superficies qui pourraient être concernées et quelle serait l'évolution des rendements. Et au-delà de ce deuxième niveau de prospective, ce qui est nouveau, en fait, c'était la première fois que des projets d'Uranos sur le plan agricole incorporaient une sorte de démarche, je dirais plutôt une sorte de démarche économique. Il s'agissait en fait de voir quelle était l'évaluation économique de ces nouvelles conditions de production au Québec et dans les régions concurrentes. Alors, évidemment, quand on parle d'économie et qu'on parle de projection à 30 ou 40 ans, on est là dans une situation qui est un peu difficile parce que les économistes ne sont pas habitués à faire des projections à aussi long terme et ils n'en ont pas, j'allais dire, les moyens techniques et à la limite ni théoriques. Mais c'était une démarche qu'on a essayé de lancer. Alors donc, face à cette ce triple niveau de prospective, on a essayé de mettre en avant une double démarche méthodologique. D'abord en s'appuyant sur la méthode de Delphi pour transposer des hypothèses de scénarios de changement climatique en conséquence pour les cultures retenues. Je vais revenir un peu sur la méthode Delphi pour ceux qui sont moins familiers avec ça. Et sur le plan plus proprement économique, la méthode des budgets partiels pour analyser les conséquences économiques de ces changements sur une base comparative. La méthode Delphi, en fait, suit les étapes suivantes, c'est-à-dire qu'une revue de littérature conduit à quantifier les impacts des changements climatiques sur les cultures retenues. À partir de ces propositions de quantification fournies par la littérature, on construit un certain nombre de scénarios qu'on propose à un panel d'experts pour validation ou pour modification dans une première ronde de consultation. Et en fonction des réponses des experts, les scénarios sont ajustés, soit dans un sens pour essayer de souligner les éléments de convergence, ou pour mettre en évidence un certain nombre de divergences dans les réponses qui sont apparues, afin de les soumettre à nouveau à une nouvelle ronde de consultation auprès de ces mêmes experts. Et au terme de cette seconde ronde, on doit déboucher soit sur le constat qu'il y a effectivement un certain niveau de convergence autour d'un scénario qui est plus probable en termes de modification des conditions culturelles et de certains impacts économiques, soit au constat qu'il y a au contraire des divergences et donc ça nous amène à retenir des variantes éventuelles dans ces scénarios. Et c'est ce que vous verrez dans le cas des cultures qui ont été, des productions qui ont été retenues.
et à la suite de quoi les évaluations économiques sont réalisées sur la base soit du scénario unique, soit sur la base des différentes variantes. En ce qui concerne les budgets partiels, il s'agit tout simplement excusez-moi, de réaliser des budgets de ferme type pour chaque production. Donc on prend une production prise isolément, indépendamment du contexte dans lequel ces productions s'insèrent par rapport à l'ensemble de l'économie agricole. Et on s'appuie pour ça sur des budgets qui sont établis par soit le MAPAC, soit le Centre de référence agroalimentaire du Québec, qui fournit un certain nombre aussi de références agroéconomiques, l'IRDA, l'Institut de recherche et de développement en agro-environnement, ou la Financière agricole du Québec. Et on a pris comme année de référence pour l'établissement de ces budgets l'année 2010. Dans le cas particulier de la production de pommes, cette budgétisation partielle a été établie pour 3 niveaux de densité différents des vergers, soit une densité très, très élevée, c'est-à-dire au-delà de 2000 pommiers par hectare, et puis 2 autres densités plus basses. Je reviendrai là-dessus parce qu'il nous fallait absolument prendre en considération ces éléments-là, parce que la production de pommes au Québec est en complète transformation. On est en train progressivement de remplacer complètement les vergers traditionnels par des vergers de pommiers nains qui en fait offrent une production qui est complètement différente. Et c'est une transformation qui va s'opérer encore pendant au moins 10 ou 20 ans. Et donc, on comprendra que ça ait un impact très significatif sur les résultats auxquels on va aboutir. Alors, une fois qu'on part de ces budgets partiels pour chacune de ces productions, la démarche consistera à essayer d'abord d'identifier quels sont les postes de coûts de production pour chacune de ces cultures qui seraient le plus significativement affectés par les changements culturaux, par les changements climatiques, et d'essayer de proposer une évaluation de ces modifications. Et ça nous permet de voir si, à terme, effectivement, on observerait dans une ou l'autre région de production des modifications significatives des coûts de production globaux. Alors, venons-en donc aux résultats. D'abord, dans le cas du maïs grain, ça va m'amener à voir quels sont, d'une part, les principaux éléments des changements climatiques qui sont à retenir dans le cas de la production, et ensuite les conséquences sur les rendements, les superficies. Pour les changements climatiques, évidemment, les scénarios nous annoncent une hausse moyenne des températures, une importance aussi accrue de la disponibilité des ressources hydriques dans les régions qui pourraient faire l'objet de la production de la culture du maïs, mais avec, en parallèle, des besoins quand même accrus de ces productions et donc des accroissements des besoins en irrigation. On doit aussi prendre en considération une présence accrue d'événements climatiques extrêmes, ce qui veut dire aussi présence de pathogènes, de maladies fongiques ou d'autres ravageurs à un niveau probablement plus élevé que celui auquel on assiste actuellement. En ce qui concerne les rendements, on mise sur une augmentation des rendements à l'hectare, augmentation qui se situerait entre 0,5 tonnes par hectare et 1 tonne 35 par hectare. Par rapport à l'année 2010. Ce qui, pour les non-familiers avec la culture du maïs au Québec, représente une augmentation tout à fait significative si on considère qu'on est plutôt actuellement entre 0,7 0,8 tonnes par hectare. Donc ça veut dire que c'est une augmentation qui va de 50 à plus de 100% du rendement. C'est ce qui nous rapprocherait de rendements observés, par exemple, en Ontario.
Du côté des superficies, et je dois dire que c'est probablement l'élément qui a retenu le plus l'attention des médias quand on a évoqué pour la première fois les résultats de cette recherche. Si j'en juge par certains titres que j'ai vus, on va faire du maïs au lac Saint-Jean ou en Abitibi. Effectivement, si on s'en tient aux données fournies par les scénarios climatiques et appliquées aux exigences d'une culture comme celle du maïs, on peut assister à une extension significative de la production dans des régions qui, actuellement, ne peuvent pas se permettre de développer cette production parce qu'il n'y a pas assez de ce qu'on appelle d'unité thermique. C'est-à-dire que la saison de végétation et la température moyenne ne sont pas assez élevées. Alors ça veut dire qu'on pourrait assister à une extension géographique de la production dans les régions du Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie, voire aux îles de la Madeleine, plus significativement probablement au Saguenay-Lac-Saint-Jean et sur la côte nord, aussi en Abitibi-Témiscamingue dans le nord du Québec. Dans d'autres régions du Québec, la production serait probablement limitée par la productivité des sols en ce qui concerne les stries, les Laurentides et les Chaudières-Appalaches. Alors là, je me permets une mise en garde. Ce n'est pas parce que techniquement, il devient possible de produire du maïs dans d'autres régions du Québec que c'est une avenue souhaitable si on en juge par les problèmes auxquels on est déjà confronté par la production et la monoculture du maïs dans certaines régions du Québec. Mais sur le plan technique, c'est effectivement une avenue qui est possible. Alors, compte tenu de l'extension des superficies, de l'augmentation des rendements, ça veut dire que la production totale à l'horizon 2050 pourrait augmenter, pourrait atteindre 3 millions, se situer entre 3 85 000 tonnes et 11 millions et demi de tonnes, ce qui représente une augmentation soit de 850 000 fourchettes basses, soit 8 millions et demi de tonnes de plus qu'en 2010. Ça veut dire que c'est une production qui, en volume, se rapprocherait de celle de l'Ontario. Qu'en est-il du point de vue des coûts de production, donc de la rentabilité de cette production? On assisterait à une réduction des coûts de production dans les scénarios, les scénarios extrêmes, c'est-à-dire le scénario bas et le scénario élevé en termes d'augmentation des rendements. Mais bien sûr, compte tenu de l'augmentation des rendements, on assiste à une augmentation des frais d'entreposage, des frais de séchage, qui sont, eux, proportionnels au volume de production, mais avec éventuellement des possibilités d'économie d'échelle. Alors, ce qui nous donne, si on prend ça sur le plan graphique, vous voyez, on prend la situation en 2012, la position relative en termes concurrentiels des 4 régions de production, donc en haut, l'Illinois et l'Iowa, tout en bas, le Québec sur la courbe bleue, et l'Ontario représenté par la courbe verte. Et ce qu'on observe, si on prend le scénario bas, c'est-à-dire qui prend en compte la moindre augmentation de rendement, vous avez un rapprochement des positions. Évidemment, il n'y a pas de bouleversement des positions relatives, mais il y a un rapprochement des fourchettes. Et il en va de même avec le scénario élevé. On conserve à peu près les mêmes positions, sauf que, là encore, l'écart est réduit. Donc, si on parle de position concurrentielle, on peut en déduire que le Québec améliore relativement sa position, mais évidemment, ça ne renverse pas la situation. Passons maintenant à la production de pommes. Alors, on va suivre la même présentation. On part des changements climatiques, des éléments de changement climatique qui ont un impact important. Là aussi, hausse des températures, déficit hydrique et réduction du couvert de neige. Allongement de la saison de croissance d'une durée comprise entre 23 et 32 jours, ce qui n'est, vous en conviendrez, pas négligeable. Une hausse de la concentration de CO2 dans l'atmosphère
et aussi l'introduction de nouveaux cultivars, la présence d'événements climatiques extrêmes, de pathogènes, de maladies fongiques et d'autres ravageurs. On retrouve là le même contexte aussi que pour la production de maïs. Et puis, on assisterait à une hausse des rendements, mais là, elle va être essentiellement en fonction de la conversion du verger et donc des nouvelles densités qui seront retenues. Ceci dit, cette conversion va toucher une bonne partie du verger, mais pas l'intégralité, parce que dans un certain nombre d'endroits, ce sont des considérations économiques, voire aussi, à une échelle plus restreinte, des considérations agrotouristiques qui vont s'opposer au fait de couper les pommiers traditionnels pour les remplacer par des pommiers nains. Ce qu'on doit noter aussi, c'est la sensibilité au gel et au verglas qui va être accrue chez les pommiers nains. La hausse de qualité de la quantité des fruits produits, hausse de la qualité, pourquoi? Parce qu'en fait, cette conversion permet d'utiliser davantage une partie beaucoup plus importante de la production de pommes du Québec pour la consommation directe, alors qu'actuellement, dans l'état actuel des choses, avec le verger traditionnel, la très grande majorité de la production de pommes est destinée à la conservation, puisqu'elle ne présente pas une qualité suffisante pour la consommation directe. Ce qui donc va se traduire par une diminution de 43% actuellement à 10% la production des fruits qui seront destinés à la transformation, d'où l'augmentation de la valeur globale de la production. Les superficies, eh bien, on devrait observer une expansion de la culture vers le nord qui va être malgré tout modérée par la rareté des terres qui sont propices à la pommiculture et puis le prix de ces terres. Les coûts de production devraient être stables ou en augmentation à moyen terme de l'ordre de 18 $ à 36 $ par tonne en plus, donc vous voyez que c'est relativement limité. Une augmentation qui serait essentiellement liée à l'irrigation et à l'application de pesticides, ce qui peut aussi, d'un point de vue environnemental, par ailleurs, poser un problème, puisque vous savez probablement que la production de pommes est la production agricole qui fait l'objet du plus grand nombre d'applications de pesticides dans une saison. Donc, en fait, globalement, on a un impact non significatif des changements climatiques sur les coûts de production parce que cet impact est oblitéré en quelque sorte par la modification de densité, un phénomène qui va s'étaler sur toute la période et qui a une portée plus grande que celle qu'on pourrait attribuer au changement climatique. Ce qui nous donne en termes de graphiques, en fait, on va représenter ça plutôt sous 3 graphiques successifs. D'une part, l'impact selon que l'on prend en considération simplement l'augmentation des superficies et les changements climatiques. Vous voyez qu'il y a une position du Québec qui varie peu. Un impact des changements climatiques sur les coûts de production et les rendements et les superficies. Là, selon le scénario que l'on prend, ça peut varier de manière plus nette. Évidemment, là, il n'y a que 4 régions qui sont concernées. L'État de Washington se trouve plus haut. Et si on intègre le tout, on observerait ce genre de changement des positions concurrentielles. Et globalement, ça veut dire qu'en fait, le Québec rejoindrait d'une part l'Ontario et d'autre part la Colombie-Britannique à peu près au même niveau. L'État de Washington se situant encore à un niveau nettement plus élevé. Alors, venons-en à la dernière production, celle de fourrage. Quels sont les changements climatiques qui auraient une portée significative? Eh bien là, on retrouve évidemment un certain nombre des caractéristiques évoquées déjà plus haut. Une hausse des températures, un déficit hydrique en période d'été en particulier, une hausse des précipitations sous forme de pluie en hiver, et ce qui veut dire aussi la baisse du couvert de neige,
une augmentation de la concentration de CO2 dans l'atmosphère qui, elle, peut favoriser la croissance, mais aussi, évidemment, la croissance des mauvaises herbes. Et puis, là aussi, présence d'événements climatiques extrêmes, accroissement de l'intervention des pathogènes, des maladies fongiques et des autres ravageurs. Et il faut tenir compte, effectivement, que comme on bénéficie d'un allongement de la saison de végétation et d'une augmentation moyenne des températures, ça veut dire effectivement que les pathogènes, les ravageurs ont aussi plus de latitude pour intervenir. Les rendements, évidemment, à cause de possibilités d'événements extrêmes en début ou en fin de saison, les conditions automnales ne seraient pas forcément optimales et il y aurait une sensibilité au gel. Mais à cause de l'accroissement de la saison de végétation, dans la plupart des régions, on pourrait bénéficier d'une coupe supplémentaire de fourrage, de foin. Ça veut dire qu'on passerait dans les régions les plus nordiques de 2 coupes à 3 coupes et dans les régions plus méridionales de 3 coupes à 4 coupes. Ce qui, évidemment, contribue à faire augmenter les rendements de l'ordre de 1 à 3 tonnes par hectare pour 2050, soit, en fait, ce qui nous amènerait à des rendements qui se situeraient entre 6 tonnes et 8 tonnes par hectare. Vous voyez que là aussi, ce sont des changements qui sont relativement significatifs, qui ne sont pas marginaux. Les superficies, alors là, la prospective est peut-être moins nette. Je vous avais dit qu'on a abordé cette prospective en traitant isolément chaque production par rapport aux autres. Dans le cas des fourrages, on ne peut pas ignorer le fait que si les conditions climatiques sont plus favorables au développement d'autres productions, et par exemple le maïs, eh bien, il y a un certain nombre de superficies actuellement consacrées au fourrage qui seraient plutôt préférentiellement consacrées au maïs, simplement pour des raisons de rentabilité. Ce qui fait qu'on n'assisterait pas nécessairement, en dépit de l'allongement des saisons de végétation, de l'augmentation des températures, on n'assisterait pas nécessairement à une augmentation des superficies, compte tenu de cette concurrence possible. Les coûts de production, on a évalué ça à une hausse de $20 par tonne, ce qui, en fait, est de l'ordre de 10% à l'horizon 2050. Évidemment, on raisonne en termes de dollars constants. Et ça, cette faible hausse serait liée à une augmentation de la productivité et une meilleure efficacité au moment des récoltes. Alors, ça nous donne, selon les variantes des scénarios, une évolution de ce type. Et ce que vous pouvez constater, c'est que si on prend les extrêmes, on est à peu près dans la même situation en 2050 par rapport à l'Ontario qu'on l'était en 2012, après la prise en compte de ces changements climatiques. Voilà en gros les résultats exploratoires auxquels on arrive. Et ça m'amène en conclusion à constater qu'il y a d'une part des facteurs actuellement prévisibles qui jouent un rôle essentiel dans la modification de la position concurrentielle du Québec, qu'il s'agisse de la production de maïs, de pommes ou de fourrage. Mais ces facteurs, pour certains, sont attribuables au changement climatique. Dans d'autres productions, ils sont attribuables à d'autres transformations plus radicales qui ont déjà commencé à se manifester, notamment avec des programmes du ministère de l'Agriculture. Je pense à l'extension de la densification des vergers. Les grandes conclusions tournent autour de l'extension des superficies de production vers le nord et l'allongement de la saison de végétation. Évidemment, c'est un exercice qui présente des limites, une telle prospective. Ce qu'on observe malgré tout, c'est que dans aucun des scénarios qu'on a envisagés, on assiste à un bouleversement radical de la position concurrentielle du Québec. On assiste à
un resserrement de la fourchette des écarts. Il faut souligner aussi les limites méthodologiques. Alors évidemment, sur le plan économique, évidemment, comme je vous l'ai dit en introduction, c'est un défi de vouloir se projeter à l'horizon 2050. Ça veut dire qu'on suppose que toutes les autres variables ne changent pas, qu'on ne change pas les politiques agricoles, que les données sur l'équilibre ou les déséquilibres actuels en matière agroalimentaire à l'échelle nationale ou internationale restent les mêmes. En ce qui concerne l'utilisation de la méthode Delphi, vous avez vu qu'elle s'appuie essentiellement sur la consultation d'experts à travers un certain nombre de rondes de consultation pour essayer d'affiner un certain nombre de scénarios. Et le constat que l'on tire, c'est que, et c'est peut-être aussi c'est aussi une recommandation qu'on a fournie à Oranos, c'est qu'on a beaucoup d'experts dans pas mal de productions agricoles qui sont capables de nous fournir toute une série d'indications sur ce qui se passe actuellement dans la production, quelles sont les conséquences qu'on peut tirer d'une modification à court terme de la pluviométrie. Mais par contre, on peut regretter qu'il n'y ait pas suffisamment d'experts qui se soient emparés de la question des changements climatiques pour réfléchir à l'évolution de leur propre production dans laquelle ils ont développé une expertise pour réfléchir à l'évolution de cette production sur le long terme. Alors, voilà ce dont je voulais vous faire part sur ces premières prospective en matière de position concurrentielle en agriculture au Québec dans le cadre des changements climatiques. Je vous remercie.